techniques et ces outils. Donc la prochaine présentation sera faite donc par mon collègue qui, contrairement à moi, mouille la chemise cet après-midi. Donc Philippe Gallois, coordinateur des programmes pour l'ITEPMAI, qui va vous présenter donc une présentation sur les changements climatiques et leur prise en compte dans les travaux de création variétale. Merci Mathieu. Oui, alors pour ceux qui étaient ce matin déjà à la conférence plénière, vous avez entendu l'exposé de Bernard Itier qui nous a montré quels pouvaient être les impacts des changements climatiques sur l'agriculture et la forêt. Donc cet exposé va faire un petit peu écho à ce qui a pu être dit ce matin, puisque je vais vous montrer de façon extrêmement concrète comment nous, à l'Institut, on est amené à prendre en compte cette nouvelle donne dans l'organisation de nos travaux de création variétale. Alors je dis de façon extrêmement concrète, puisque après avoir fait un petit exposé introductif pour rappeler les éléments historiques et le contexte, je vais vous présenter deux exemples de programmes de création variétale pour lesquels on a été amené à prendre en compte cette problématique de changement climatique pour la génération de nouvelles variétés adaptées à ces changements climatiques. Alors quelques éléments historiques et quelques éléments de contexte. Alors, éléments historiques, on va parler de création variétale. Je voulais quand même rappeler que la création variétale, c'était un axe prioritaire de travail à l'ITEPMAI. Alors, c'est assez original pour un institut technique, puisque à ma connaissance, nous sommes le seul institut dans le microcosme des ITA à créer et sélectionner des variétés. D'autres structures peuvent être amenées à évaluer des variétés, mais le processus de création est relativement propre à l'Institut. C'est une activité qui est historique, puisque dès le début, l'ITEPMAI a été amené à créer ou sélectionner des variétés. Donc c'est une spécificité quand même au niveau de la filière de notre structure. Alors historique, avec des critères de sélection qui étaient variés. Alors on travaille sur des plantes qui sont cultivées pour la production de métabolites secondaires. Donc forcément, un des critères principaux de sélection, c'était la richesse en métabolites secondaires, richesse notamment en huile essentielle. On n'oublie pas également la productivité en biomasse. Alors ça, c'est vrai notamment pour les plantes qui sont destinées à l'arboristerie, la production de feuilles sèches, où on est intéressé à avoir du matériel végétal qui soit le plus productif possible. On avait également comme critère de sélection classique la tolérance aux bioagresseurs, notamment les maladies cryptogamiques, où on essayait de sélectionner du matériel végétal qui était au mieux tolérant, voire résistant à certaines maladies cryptogamiques. Et puis on avait aussi comme critère de sélection l'adaptation aux exigences climatiques. Alors là j'ai mis exigences entre guillemets, puisqu'on n'était pas dans une optique de créer des variétés adaptées au changement climatique, mais on sait qu'on est nous sommes sur certaines espèces avec des exigences particulières. Je pense notamment à une plante comme la marjolaine. On sait que la marjolaine, c'est une plante qui ne supporte pas les hivers rigoureux. Donc nous, on a été amené à travailler pour chercher une variété qui était plus tolérante au froid. On a également une plante comme le romarin, qui est aussi sensible aux gels hivernaux. Donc on cherche des variétés qui sont adaptées à ces exigences, mais là on n'est pas dans une optique de changement climatique, mais plutôt des exigences physiologiques de la plante. Et puis ces critères de sélection, ils sont évolutifs, puisqu'en fonction du contexte économique, en fonction du contexte agronomique, on peut être amené à revoir ces critères pour produire des variétés les plus adaptées possibles aux demandes de nos adhérents, donc qui sont les opérateurs de la filière. Alors comme ça a été dit ce matin, on est dans un nouveau contexte, puisque aujourd'hui, alors qu'on parle du ou des changements climatiques, aujourd'hui c'est une réalité que plus personne ne nie. Ça a été exposé de façon extrêmement claire ce matin, avec des conséquences qui sont fortes, alors soit des conséquences directes, soit des conséquences indirectes sur les activités agricoles, les activités forestières. Pour cela, je vous renvoie à l'étude Climator qui vous a été présentée ce matin par Bernard Itier, avec tout un tas de conséquences sur les cultures, des conséquences sur l'impact physiologique qu'on peut avoir sur nos plantes, avec comme ça a été dit ce matin, un nombre de jours d'échaudage plus important, un décalage sur les dates de récolte. On a des conséquences qui sont aujourd'hui assez peu connues, mais qu'on imagine quand même réelles sur le métabolisme secondaire de la plante, ça a aussi été dit ce matin.
Et comme on est quand même sur des cultures pour la production de métabolites secondaires, on se dit que cette problématique de changement climatique impacte probablement la production de métabolites secondaires par nos cultures. On a des impacts indirects sur l'émergence de nouveaux bioagresseurs, notamment sur des ravageurs, donc toute une cohorte de ravageurs avec éventuellement leurs auxiliaires, mais même si, encore une fois, c'est une donnée qui n'est pas forcément quantifiable, on n'imagine pas que ça puisse être autrement. Des conséquences également sur la gestion des cultures, sur les rotations, sur le choix de telle ou telle espèce, au niveau de cette nouvelle problématique. Et donc ça impacte. On a vu ce matin des exemples sur les grandes cultures, sur les maïs, sur la vigne, mais ça impacte bien évidemment aussi les cultures de plantes à parfum, plantes aromatiques, plantes médicinales. Alors, sans faire un exposé extrêmement précis sur les changements climatiques, ça a été fait ce matin, mais juste pour montrer que pour nos cultures, on a des données qui sont relativement palpables. Là, c'est un graphique qui m'a été fourni par Eric Chess, le directeur du CRIEPAM, qui enregistre depuis de nombreuses années les données météo, précipitations, température à Saint-Auban, donc dans les Alpes de Haute-Provence, donc une des zones de production historique de la Vendée Lavanda. Et puis, sans être spécialiste en agrométéo, on voit que les années récentes, les années 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, sont quand même plutôt des années qu'on peut qualifier de sèches et chaudes, tout au moins sur la période d'avril à juin, qui est la période critique pour la culture de lavande et de lavanda. Dans le même ordre d'idée, là, c'est les travaux qui ont été faits par un stagiaire qu'on a accueilli à l'Institut il y a 2 ans, qui étudie un petit peu, dans le cadre du dépérissement de la lavande et du lavandin, les responsabilités justement de ces épisodes climatiques un petit peu souffreteux, et puis d'autres phénomènes pathologiques, et puis donc qui, à coup de tests statistiques divers et variés, extrêmement complexes et que je ne vous détaillerai pas ici, a pu montrer que sur un certain nombre de stations météo, pour les années 86 et 87, on a statistiquement une rupture au niveau des données météo, avec notamment pour les températures, des évolutions en moyenne qui étaient de l'ordre du degré. Donc c'est pas négligeable. On a parlé ce matin d'un seuil de plus de degrés, voire plus 4 degrés. Là déjà, entre 86 et aujourd'hui, on a une augmentation de plus 1 degré en moyenne sur un certain nombre de stations météo qui figurent en rouge ici sur le graphique. Donc tout ça pour dire que ce nouveau contexte forcément implique une adaptation des modes de production, donc à la fois sur le choix des cultures, le choix des espèces, la rotation des cultures, éventuellement le choix des équipements et des agroéquipements, notamment sur les systèmes d'irrigation, sur l'adaptation des itinéraires techniques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que mon collègue Cédric fera un exposé spécifiquement dédié à ce sujet juste après. Et puis sur le choix du matériel végétal, puisqu'on va essayer d'utiliser du matériel végétal qui soit le plus adapté possible à ces conditions. Et donc ça nécessite de sélectionner ou de créer des variétés ou de choisir des clones qui sont adaptés à ces changements climatiques. Alors, je vais maintenant vous présenter deux types de programmes justement qui répondent à ces exigences, cet objectif de disposer de variétés qui soient adaptées à ces changements climatiques. Alors, la première, c'est la sauge sclarée. Donc, la sauge sclarée, c'est une des espèces de la famille des plantes à parfum qui est cultivée sur un peu plus de 1000 hectares sur les régions Rhône-Alpes et PACA, donc pour la production de sclaréol. Sclaréol qui est utilisé après dans l'industrie de la parfumerie comme fixateur de parfum. Alors on avait créé à l'Institut une variété sélectionnée qu'on a baptisée Scalia, VS2 parce que c'était notre deuxième variété synthétique, et le critère de sélection c'était la productivité en sclaréol. Donc on a réussi à atteindre cet objectif de disposer d'une variété riche en sclaréol, environ 40 à 50% de plus que les populations de référence. Par contre, on lui reprochait d'être relativement tardive dans certaines zones de production, notamment la zone des Alpes de Haute-Provence, où la variété avait une dizaine de jours de trop, au dire des producteurs qui la mettaient en culture. Donc il nous a été demandé si on ne pouvait pas disposer d'une nouvelle variété qui présenterait les mêmes caractéristiques en termes de teneur en sclaréol que cette variété Scalia, mais par contre qui soit un petit peu plus précoce. Donc pour ce faire, on a été amené à mettre en place un programme de travail, donc en restant sur la base génétique de cette variété Scalia, mais en fait en faisant un travail relativement simple, puisque au moment du processus de production de semences de cette variété, on a installé une parcelle de production de semences, et puis on a sélectionné que les pieds
les plus précoces. On avait au champ, je crois, de mémoire entre 700 et 750 pieds, donc qui servaient à faire cette production de semences. Et puis on a récolté tout simplement que les 10% de pieds les plus précoces. Donc ce qui nous a permis de disposer d'une nouvelle variété, donc constituée sur la même base génétique, qu'on a appelée Toscalia, ou VS21 à un moment. Et puis qu'il a fallu après évaluer, puisque donc, on partait de l'idée que des individus précoces donneraient une variété qui était plus précoce. Encore faut-il s'en assurer. Et puis encore faut-il s'assurer que ce qu'on a gagné en précocité, on ne l'a pas perdu en productivité en sclaréole. Donc on a été amené ensuite à évaluer cette variété. Donc ça a été fait pendant plusieurs années, alors à la fois sur une station d'expérimentation de la vallée du Rhône, là, à côté de Montélimar, et puis dans les Alpes de Haute-Provence, c'est le CRIEPAM qui a mis en place des essais, donc des essais multilocaux, où donc on a évalué cette variété, donc comparativement à cette variété, entre guillemets, source, qu'on appelle Scalia, et puis comparativement à une population de référence. Donc là, la photo n'est pas forcément très parlante pour vous, mais le tableau avant est un peu plus éloquent, puisqu'on se rend compte que cette variété est au même niveau sensiblement de précocité que les populations de référence qui étaient classiquement utilisées par les producteurs, et par contre que la variété Scalia est effectivement plus tardive. Et donc l'ensemble des essais qu'on a pu mener, donc que ce soit nous, que ce soit les collègues du CRIEPAM, ont montré qu'on avait, grâce à cette variété, obtenu un gain de précocité d'environ une semaine. Donc on avait répondu au premier objectif qui nous avait été assigné, donc de disposer d'une variété plus précoce. Donc après, il a fallu s'assurer que ce qu'on avait gagné en précocité, on ne l'avait pas perdu en sclaréole. Donc on a été amené à évaluer la productivité en sclaréole de cette variété Toscalia. Alors Toscalia qui est appelée ici VS21 sur les graphiques. Et donc on a comparé cette variété avec la variété Scalia et puis avec les populations de référence. Et puis au niveau des différents essais qu'on a pu suivre, on a pu effectivement constater que les niveaux de productivité en sclaréole entre la variété Scalia et la variété Toscalia étaient du même ordre de grandeur. Nous, dans l'essai qu'on a suivi, on avait un petit peu perdu, on était à moins 10%, mais on était toujours 30 à 40% supérieur à la population de référence. Donc c'est de ce fait, oui là c'est sur la productivité, le graphique avant c'était sur la teneur en sclaréole, là on est sur les rendements en sclaréole, donc sur les essais 2010 et 2011, et donc qui montre que malgré cette dérive, on a quand même un maintien du niveau de productivité en sclaréole de la variété Toscalia par rapport à la variété Scalia, et qu'on restait largement au-dessus des populations de référence. Donc ce programme est quelque part une belle réussite, je dirais à moindre coût, puisqu'il s'agissait de faire dériver une variété existante. Autre exemple de travaux qu'on a été amené à conduire, c'est sur la lavande. Alors la lavande, le contexte, je ne vous redis pas que c'est une des cultures emblématiques du sud-est de la France, qui est cultivée aujourd'hui sur un peu plus de 3500 hectares, et qui est sujette à un gros souci, qui est un souci de dépérissement, donc dépérissement à phytoplasme. Cédric présentera peut-être un petit peu plus longuement ce phénomène tout à l'heure. Et puis ce phénomène de dépérissement à phytoplasme s'est aggravé par des problèmes climatiques. Problème de dépérissement, Cédric, je ne sais pas si tu en parleras. Donc on constatera, enfin Cédric me le dira, mais on constate que des événements climatiques difficiles, notamment sur des sécheresses, peuvent être fortement aggravants pour l'expression des symptômes de dépérissement, notamment sur l'apoplexie des plantes. Et puis on est dans un contexte d'offres variétales qui est extrêmement limité, puisque au niveau des populations qui sont utilisées, on n'a à ce jour que 2 populations sélectionnées, donc une population intermédiaire qui s'appelle Rapido, et une autre population qui s'appelle la population Carla. Donc l'objectif c'était d'élargir l'offre variétale qui est à disposition des producteurs, donc en proposant une variété qui présente toujours des niveaux de tolérance au dépérissement élevés, et puis qui soit plus adaptée aux modifications climatiques récentes. Alors pour ce faire, on a décidé de créer une nouvelle variété synthétique en utilisant déjà des travaux qui avaient été conduits à la fin des années 90 pour nos premiers programmes de création variétale. C'est-à-dire que quand on a créé notre variété Carla, on a été amené à évaluer des lignées maternelles. Donc on avait en place sur la ferme de Mévouillon, qui est la ferme de la Chambre d'agriculture de la Drôme, dans l'arrière-pays des Baronnies, donc zone de montagne sèche, soumise à une pression importante de dépérissement. On avait en place, depuis les fins des années 90, donc les années 97-98, une trentaine de lignées maternelles, donc qui nous avaient servi à sélectionner les parents de notre seconde variété synthétique, qui était toujours en place.
Et puis à la suite d'événements climatiques un peu douloureux pour les cultures, donc qui nous ont amenés à réfléchir sur la responsabilité de ces événements climatiques dans les dépérissements au sens très très générique du terme, et on s'est dit pourquoi ne pas se servir de ce support pour évaluer, enfin pour utiliser ces données et créer une nouvelle variété. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a parmi la trentaine de lignées maternelles qui étaient en place sur la station, donc qui avaient passé à la fois des épisodes difficiles entre 2000 et 2005. Quand je dis des épisodes difficiles, c'est des successions de gels hivernaux, c'est des successions d'étés caniculaires, de sécheresses accentuées. Et donc on a pu se servir de ce support pour identifier 9 lignées maternelles, donc à la fois qui ont supporté à la fois donc, le phénomène de dépérissement d'un phytoplasme, qui ont visiblement mieux supporté que leurs voisines des événements climatiques un petit peu difficiles, pour sélectionner 9 lignées maternelles, donc qui nous ont permis d'identifier 9 clones, et donc de constituer une nouvelle variété synthétique, qui est issue de l'interfécondation de ces 9 clones, et qu'on a appelée la variété Sarah. Alors ça, ce sont des travaux qui sont relativement récents, donc aujourd'hui on n'a pas de données d'évaluation de cette variété, puisque les premières graines ont été produites en 2011, donc la variété est diffusée depuis 2012. Et donc aujourd'hui, elle est en évaluation sur des zones de production, où on va donc évaluer cette variété sur sa tolérance au dépérissement, sur la productivité en huile, la qualité de l'huile essentielle, et puis on va voir au cours du temps, puisque pour évaluer ce type de matériel végétal vis-à-vis des contraintes climatiques, on n'a pas d'autre solution que de regarder dans le temps comment il se comporte. Donc on va être amené à la suivre sur la durée, et donc les premiers résultats disponibles, au moins sur la partie qualitative, quantitative, on ne les aura qu'à partir du printemps 2014. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est que la prise en compte de cette problématique des changements climatiques, c'est relativement récent. C'était pas forcément culturel chez nous d'imaginer que le comportement vis-à-vis du climat serait un critère de sélection qui deviendrait prioritaire. On a quand même néanmoins commencé à l'intégrer dans les critères de sélection, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la lecture de ces deux programmes, c'est qu'en fait on s'est pour l'instant servi de support avec des programmes existants. On n'a pas spécifiquement organisé un programme de création variétale pour disposer de matériel qui répondent à ces exigences. On s'est servi de ce qu'on avait, que ce soit pour la sauge avec déjà une variété existante qu'on a fait dériver, ou pour la lavande où finalement c'était relativement simple entre guillemets, puisqu'on avait à disposition sur place de quoi en fait se servir. Donc les travaux de création variétale aujourd'hui, c'est plutôt la valorisation de l'existant, de travaux existants qui avaient été organisés pour d'autres exigences. Néanmoins, ça nous permet quand même d'avoir des résultats prometteurs. On le voit avec la variété Toscalia, puisque en faisant dériver une variété existante avec, je dirais, un programme relativement léger et simple, on arrive à gagner une semaine en précocité, on arrive à maintenir le taux de productivité sur le principe actif qui nous intéresse, là, le sclaréole. Donc les résultats sont prometteurs, sont encourageants. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que si aujourd'hui c'est une problématique qui est récente, sur laquelle on commence à s'intéresser petit à petit, on a bien conscience que c'est une problématique qui est probablement amenée à s'amplifier dans les années à venir, que le comportement du matériel végétal que l'on va sélectionner vis-à-vis de la climatologie va devenir un critère de sélection à part entière qu'il faudra intégrer. Donc il faudra aussi manager des programmes de sélection en tenant compte de cette problématique-là. Et j'en veux pour preuve les réflexions qu'on a eues au cours de nos derniers conseils d'administration, de nos derniers conseils scientifiques, pardon, où les conseillers scientifiques nous ont fortement incités à en prendre en compte cette donne dans l'organisation de nos programmes de création variétale futurs. Et je vous remercie de votre attention. Alors là, c'est justement une parcelle de production de semences de sauge sclarée sur la station de l'ITEPMAI. Donc merci Philippe. On a largement de temps de prendre toutes les questions que vous vous posez en compte.
connais pas les besoins en eau de la lavande, mais est-ce qu'il y a des besoins très variables est-ce qu'il y aura des projets pour choisir des plantes beaucoup plus tolérantes à la sécheresse aussi, ou aux échaudages, ou tout ce qui a été évoqué comme levier ce matin? Alors là, je vais être relativement flou sur la réponse, puisque ça va faire l'objet de la présentation qui suit, sur justement l'organisation des itinéraires de culture pour répondre à ces besoins d'optimiser les besoins en eau de la lavande, via l'organisation des itinéraires de culture. Donc ça va faire l'objet de la présentation suivante. Ces nouvelles variétés là qui sont produites, comment elles sont protégées, comment elles sont distribuées? Alors jusqu'à présent, on n'avait pas de système de protection des variétés. Depuis quelques années, enfin depuis 2 ans je crois, on a été amené à protéger les variétés. Donc les variétés Scalia et Toscalia sont en cours de protection. On va déposer des dossiers avec la difficulté de protéger des variétés et populations, notamment. Mais donc on va rentrer plutôt dans une dynamique et dans un objectif de protection des variétés. Je crois que Scalia, le dossier a déjà été fait d'ailleurs, et Toscalia c'est en cours. Et puis sur la lavande, les premières variétés Rapido et Carla n'ont pas fait l'objet de protection. Pour la variété Sarah, c'est pareil, elle va rentrer dans la nouvelle dynamique de faire l'objet d'un dépôt de dossier. Pour compléter, en fait, on a fait partie des gens au sein de l'ITEPMAI qui ont questionné énormément le système en place pour les évaluations de variétés population, qui était un domaine qui était peu travaillé par le système officiel, de par la difficulté de ces évaluations, le système de DHS existant étant peu adapté à ces variétés populations. Mais on a eu la chance d'avoir un écho très positif sur la place d'Angers à ce niveau-là, avec une grande écoute de la part des organismes officiels qui sont venus sur station, même voir nos contraintes et les caractéristiques assez particulières de nos variétés, et qu'ils ont également pris en compte dans l'inscription de ces variétés. En fait, on se rapproche beaucoup et on participe à la réflexion sur les plantes fourragères qui ont un certain nombre de caractéristiques en commun avec les nôtres. Le travail de sélection qui est fait se concentre plutôt sur des populations que sur des créations de lignées homozygotes en fait. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour améliorer les performances globales en fait des lignées de travailler vraiment sur une fécondation orientée en essayant d'avoir une valeur ajoutée supplémentaire à l'arrivée sur les variétés plus classiques telles qu'on peut trouver dans les travaux de sélection variétale chez le semencier ou autre quoi. Mathieu, qui est spécialiste de la sélection variétale, je vais peut-être te laisser répondre. Oui, alors dans notre secteur, on a quand même essentiellement des plantes qui sont très allogames et qui sont soumises à, d'ailleurs on a pu le déterminer sur certaines des espèces, à de fortes dépressions de consanguinité sur des fixations de génétique. Donc on a peu travaillé cette partie-là, sachant que la seule solution c'est d'explorer la voie hybride par la suite. C'est une voie qu'on a travaillée, hein, notamment via les thym, via les hybrides de thym par exemple. Oui, quand on a une stérilité mâle. Ouais. Quand il y a une stérilité mâle de disponible. Mais effectivement, c'est une des caractéristiques du secteur, c'est d'avoir des plantes qui sont très sensibles aux dépressions de consanguinité, donc peu fixables telles quelles. Une question de Sarah, je crois. Alors moi, c'était plus une remarque qu'une question, dans le sens où utiliser en fait les ressources génétiques qui ont déjà été sélectionnées auparavant, ça a quand même un gros avantage au-delà du coût qui est moindre. C'est aussi un gain de temps parce que quand on démarre du début d'une première sélection, ça prend
ça prend de nombreuses années, voire ça peut osciller entre 5, 10 ans, voire plus. Et là, le fait d'avoir, par exemple, sur la saugeuse clarée, j'imagine que si on était reparti sur une sélection de base, peut-être qu'on aurait perdu au niveau de la richesse de ce claréole, alors que là, repartir en fait d'une première sélection qui a déjà été faite, on maintient la richesse en sclaréole et on gagne après sur la précocité. Donc se servir des sélections passées, en fait, je pense que c'est un point positif sur ces thématiques-là climatiques. Oui, complètement. Là, les programmes que je vous ai présentés, c'est des travaux qui nous ont occupés sur 3-4 ans, en sachant que la saugeuse clarée, c'est une plante bisannuelle, donc forcément c'est toujours un petit peu plus long. Mais comme tu le dis, si on avait on a en cours un autre programme de création végétale sur la saugeuse clarée, c'est un programme de 12-15 ans, quoi. Donc effectivement, l'existence de programmes déjà existants, engagés par le passé, c'est une plus-value énorme. De la même façon que on se pose toujours la question de la conservation des collections. La conservation des collections, c'est coûteux en temps, ça prend de la place, ça coûte des sous. Mais par contre, c'est une facilité quand on a besoin de repartir sur les nouveaux programmes de création variétale, d'avoir déjà des informations préalables sur les individus qu'on va installer dans les différents dispositifs. Donc tout ce processus de mise en collection du matériel végétal qui a déjà été préévalué, qui a déjà servi dans des programmes antérieurs, en fait, nous permet aussi de gagner du temps et d'être plus performants au niveau de nos travaux. C'était juste une petite précision, je ne crois pas me tromper. C'était pour expliquer la raison pour laquelle les producteurs avaient besoin d'une saugeuse clarée plus précoce. En fait, c'est pas pour pouvoir partir en vacances plus tôt, parce que quand même la saugeuse clarée se récolte tout début juillet, donc c'est pas encore le moment où ils pensent à partir en vacances. C'est juste que ils ont intérêt à avoir terminé la récolte de sauge clarée avant que la récolte de lavande et lavandin arrive, à la fois pour avoir l'esprit plus tranquille et aussi pour éviter des risques de pollution interhuile essentielle au niveau de la distillerie. Oui, puis en plus, c'était d'autant plus vrai que les producteurs concernés, c'était une zone assez spécifique, c'était une zone des sols très peu profonds, donc agronomiquement un petit peu difficile pour la culture. Donc l'expression de cette tardivité était d'autant plus importante que les conditions agronomiques n'étaient pas les plus adaptées pour l'espèce. Peut-être juste une dernière question. Non ? Bon, bah, très bien. Merci Philippe.